Cap vers Kenge territoire, où nous allons prendre pour vous celui qui est affublé comme le souffle de la province du Kwango. Avec lui, nous parlerons d'abord de son engagement politique. Ensuite, nous allons évoquer cette question épineuse autour, bien sûr, de l'insécurité qui bat son plein dans cette partie du pays, avec le phénomène Mobondo. Actualité oblige, nous parlerons des états généraux de la justice et de ce projet de révision de la Constitution. Lui, c'est l'honorable Yannick Mambou, qui nous vient bien sûr de ce terroir de la République démocratique du Congo. C'est l'essentiel que vous êtes en droit de savoir pour le compte de ce numéro spécial de Grand Plateau. Avec moi, on va d'abord attendre le temps de prendre notre grand invité. Je ne serai pas seul, vous allez le remarquer, ce décor sera planté sur 3 angles. Un messieurs au milieu et 2 femmes des parties d'autres. D'abord, Dorcas Kalenga, à qui je dis bonjour, bienvenue. Bonjour Jade et merci. Un grand plaisir de te retrouver. Et à ma droite, Ebenezer Bonga, bonjour et bienvenue. Bonjour Jade, très heureuse de te revoir encore sur ce plateau. Aujourd'hui, je n'ai pas ramené les postes non des gens. Je pense que nous nous sommes installés confortablement. Le moment est donc venu pour nous de recevoir le grand invité de ce numéro spécial de Grand Plateau, l'honorable Yannick Mambou, qui est déjà avec nous. Bonjour et bienvenue, honorable. Bonjour, messieurs les journalistes. Je vous salue et des très belles dames à vos côtés. Vous êtes bien gardés. J'en ai de toutes les couleurs. Merci beaucoup, je suis très content de voir. C'est bien mixé. Et nous sommes heureux de vous recevoir dans un tempérament, je vais dire, détendu. Nous savons que vous sortez d'une grosse séance au niveau de l'Assemblée nationale, ce qui montre un peu ce côté détendu que l'on veut mettre. Pour pas être sérieux, on va encore plus vous frustrer, ça sera pas intéressant. Mais l'essentiel de ce qu'on va parler aujourd'hui, comme on l'a annoncé au début de l'émission, s'appuyera d'abord sur votre profil et votre engagement politique. Comment est-ce que vous en arrivez aujourd'hui à devenir, je devrais dire, député national? D'où est-ce que vous venez? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'opportunité et l'invitation offerte pour m'adresser à l'opinion tant nationale qu'internationale. Je suis monsieur Yannick Mambou, fils de papa Mambou, qui fut un grand administrateur du territoire, un grand territorial. Et aujourd'hui, il venait de totaliser au moins plus de 35 ans dans l'administration du territoire. Il est le patriarche dans les territoires de Kenge, un nom connu. Né à Bukangalonzo, grandi, étudié à l'université de Kinshasa, où je décrochais mon diplôme en droit public interne. Je suis avocat de profession et depuis 2019, j'étais nommé comme conseiller juridique au ministère des Finances et Économie de la ville-province de Kinshasa jusqu'en 2023, où nous avons quitté ces ministères. Et dès là, nous avons déjà commencé à planter les jalons pour préparer l'élection de 2023. C'est que nous venons de passer et nous avons gagné haut la main. C'est par rapport à tout ce que nous avons fait, et la population nous a donné confiance. Et aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes, député national élu du territoire de Kenge dans la province du Kwango. On va faire simple. Je pense que je vais quand même trouver les mots pour vous résumer. Vous êtes avocat de formation et de profession. Quelque part, vous avez aussi parlé de votre père. Et vous êtes arrivé à en finir à parler de Bukangalonzo. Je m'excuse. Vous êtes arrivé à parler de Bukangalonzo. Qu'est-ce que cela signifie pour vous que d'être natif de ce coin de la République? Oui, c'est une fierté parce que, comme vous le savez, le territoire de Kenge, c'est un territoire d'enfants studieux et puis des gens qui se pointent toujours le meilleur. Et nous avons bénéficié de cet ancrage pour nous forger. Aujourd'hui, nous en sommes très fiers d'appartenir à cette grande communauté qui ne cesse de se confirmer sur l'échiquier national. Aujourd'hui, député national, quelle a été votre motivation à faire de la politique? Est-ce que ça a toujours été un rêve? Est-ce que ça a toujours été une ambition un peu cachée? Bon, faire la politique, c'est pas pour moi une vocation, mais je dirais un appel. C'était juste quand nous faisions de trucs avec les camarades, ça donnait toujours un ton de leadership
Et de là où tout le monde pensait que nous serions quand même utiles en politique et nous étions approchés par nos grands à l'époque. En 2006, je sais que j'étais encore étudiant et il y a un grand de chez nous, le fait honorable Massalalo Kamutombo Iber, qui fut le vice-président de l'ECOFIN de 2006, qui était aussi député de Monterroir. Et c'est lui qui nous disait toujours d'être à ses côtés, de les suivre, de suivre ses pas. Et c'est par là où nous avons eu les goûts. Après, nous sommes venus parfaire par rapport à cet engagement politique quand nous étions aussi tout près. Donc, nous avons bénéficié de la confiance de Monsieur le ministre provincial à l'époque, député national élu de Massina, honorable Django Imvunzi, qui nous a fait confiance en 2019 de nous nommer comme conseiller juridique dans son département de finances et économie de la ville de Kinshasa. Voilà, de là, et puis il nous a toujours conseillé d'être dans ses pas, voir comment il faisait des choses, et cela nous a donné aussi le goût de nous confirmer de plus en plus dans la scène politique comme petit leader à devenir, grand leader. Et entendre, c'est comme si l'honorable Yannick est en train de parler de Django Imvunzi comme un mentor politique. Est-ce qu'il a servi de quelque chose dans votre carrière? Oui, bien sûr. Vous savez que dans la vie politique, il faut toujours s'offrir des opportunités qui vont faire de vous ce que vous voudrez devenir. Et nous avons eu cette chance d'avoir quelqu'un qui est trop simple, sympa, et qui veut aider les jeunes. Et celui-là, c'est un modèle pour moi et je lui ai choisi à cette époque pour sa façon de voir la société évoluer et puis réussir. Donc c'est ça qui m'a fait vraiment tiquer pour dire qu'il est un bon mentor pour moi et puis je vais l'accompagner dans sa lutte politique. Vous avez parlé à l'époque, avant de prendre la question de Ebenezer Bouanga, à l'époque c'est comme si aujourd'hui vous n'êtes plus en connexion avec Django Imvunzi. Non, nous sommes là, nous sommes ses collègues. Vous avez parlé dans le passé. Il était ministre, j'étais son collaborateur. Ministre provincial. Oui, aujourd'hui il s'est fait élire 2 fois, donc double brassard. À Massina, député provincial numéro 1, et puis à Ntchangou, il était 5e ou 6e, je pense, et il a fait preuve de son leadership et de son engagement vis-à-vis de la population de la Ntchangou, donc il est très bien aimé, un grand leader de grand renommée pour Kinshasa et les Congo. Alors, c'est très bien dit. Nous avons devant nous quelqu'un qui a quand même connu un parcours. Ce n'est pas d'une chute libre. Avocat de profession politique, mais bon, on vous voit aujourd'hui, vous siégez à l'Assemblée nationale. J'aimerais bien tous, en tout cas nous voudrons bien savoir, quelle a été la motivation principale vous poussant, parce qu'il est vrai que vous pouvez être politique, n'est pas siéger à l'Assemblée nationale, mais quelle était la motivation principale vous poussant à vouloir représenter le peuple à l'hémicycle du Palais du Peuple? À l'époque, j'utilisais un slogan qui disait un savoir au service du peuple. Au fait, je me suis dit, qu'est-ce que je peux contribuer pour ma communauté un jour pour qu'on sente qu'il y a quelqu'un qui est passé aussi de l'air. Et je me suis dit, de ce que je connais, de toutes mes motivations, de mon engagement, je voudrais offrir quelque chose à ma communauté. Bien sûr, j'étais plébiscité à ce temps parmi les jeunes qui boostaient vraiment les choses, qui plaidaient les causes sociales pour la population. Et de là, nous avons créé une synergie d'accompagnement entre la population et nous autres qui prônent toujours le bien-être social. Et ça, ce sont des mots qui nous ont toujours caractérisés dans notre lutte politique. Et c'est ça, en fait, la vraie motivation. C'est donner le meilleur de soi-même au service des autres. Vous êtes le plus jeune élu du Kouango. Est-ce que vous ressentez une pression constante de faire peut-être mieux ou plus que les aînés, ou faire des choses différentes qui pourront marquer aussi votre ère? Oui, la pression, il y en a, parce que aujourd'hui, la population veut voir un nouveau souffle, parce que nous-mêmes, nous nous sommes s'attelés à ces discours lors de la campagne électorale pour dire que nous avions quelque chose à donner de nouveau.
Et les gens se sont habitués à voir les mêmes choses, le même leader, le même politique qui passait dur les mêmes choses et qu'après les temps, la confiance a été donnée, mais rien n'a changé sur le terrain. Au fait, c'est ça aussi notre leitmotiv politique d'engagement. C'est ça qui a fait que nous devenions aujourd'hui ce que nous sommes pour donner aussi quelque chose dans le sens de rénover, dans le sens de voir les choses autrement et de faire les choses autrement. Et cette pression, nous en avons tous les jours. La population attend beaucoup de nous, et surtout nous les jeunes. Comme vous le savez, à l'Assemblée nationale, pour cette législature, nous sommes plus de 250 députés moins de 50 ans. Et ça, c'est une nouvelle énergie pour le pays, et ce n'est pas de la moindre chose. Ce n'était pas facile. Le peuple a compris qu'il a fallu créer une nouvelle classe politique congolaise qui se fonde sur de vraies valeurs et de bonnes motivations pour la cause commune de la nation. Pour compléter les propos de Dorcas Kalingai, pour vous, au-delà des simples pressions qui sont normales, vous pensez qu'être plus jeune élu du Kwango est aussi une responsabilité? Bien évidemment, parce que moi, je venais de créer un espace inédit. Dans notre territoire, je suis le plus jeune élu. Comme vous le savez, peut-être, j'ai été combattu et j'ai été confirmé à la Cour constitutionnelle. J'ai été combattu par des grands, je dis bien des grands, de notre contrée, à l'occurrence le bâtonnier Matadi Wamba, qui n'est pas le moindre, qui a déjà chambardé plus de 2 candidats dans les législatives précédentes. Il a siégé. Oui, il a siégé au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est là où il lui arrachait toujours ses 2 mandats qu'il a eu à exercer. Et cette fois-là, il est venu aussi tenter à mon électorat. Mais pour lui, c'était dommage que nous confirmons jusqu'à ce jour, nous sommes là. Et c'est cela aussi ce qui a motivé tous les jeunes de se mobiliser derrière nous pour voir comment nous allons cheminer, et j'ai ce soutien-là. Est-ce que vous pensez que jusqu'à ce stade, il est vrai que nous allons vous juger après 5 ans, mais à ce stade, la population est-elle fière de vous avoir comme représentant à l'Assemblée nationale? Je parle bien de cette population de Boukangalonzo. Oui, oui, bien sûr. Nous sommes, madame, comme vous le savez, nous sommes à la 2e session de l'année 2024. L'Assemblée nationale a commencé à siéger déjà le 14 février, je ne me trompe pas. Et là, il s'est poursuivi les procès au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc, nous étions toujours provisoires. Jusqu'à la confirmation, jusqu'à l'arrêt définitif, où nous étions confirmés comme députés, c'était déjà au mois de mars. Et là, c'était une session qui commençait pour l'organisation de l'Assemblée nationale. Et cela a pris du temps, ce qui a conduit jusqu'au mois de juin. Le 15 juin, nous étions obligés de partir en vacances sans finir même les travaux d'organisation du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Et nous sommes revenus le 15 septembre dernier, où nous continuons avec cette session budgétaire, comme vous le savez éminemment, et nous continuons aussi à installer les commissions de travail permanentes dans l'hémicycle. Vous voyez, là, nous sommes encore dans les noyaux, le formalisme de l'organisation dans l'hémicycle qui est l'Assemblée nationale. Donc vous pensez que ce n'est pas trop le moment de pouvoir parler? Bien évidemment, donc là, moi-même... Parce qu'on n'avait encore rien fait. Voilà, à ce qui concerne vraiment les travaux parlementaires, nous n'avons encore rien fait. Moi-même, là, je venais d'être aussi désigné comme rapporteur d'une grande commission de suivi et évaluation de l'exécution des lois, des recommandations et des résolutions et des politiques publiques. Cette grande commission, je suis désigné là-bas comme rapporteur pour voir comment nous allons maintenant servir au sein de l'Assemblée nationale ce que dont la population attend ou nous a confié comme mandat. Voilà. Donc, ce n'est pas encore le moment du bilan. Une préoccupation, madame? Oui. Quels sont les problèmes que vous avez ciblés? Vous vous êtes convenu de résoudre quels problèmes exactement pour
être une solution. Vous êtes le souffle du Kwango. Être une solution pour ce peuple-là. Ah oui, les problèmes sont pour. Il y a beaucoup de problèmes. Nous nous sommes fait élire pour résoudre les problèmes. Pallier tant soit fait avec le temps, nous allons voir. Lesquels justement Les problèmes, les Kwango souffrent de beaucoup de problèmes et il y a des urgences. Et il y a aussi des priorités qu'il faut identifier rapidement. Le problème d'abord c'est la famine, c'est l'insécurité. Okay. C'est la famine, l'insécurité. Il y a aussi le... Ouais, en fait, ça englobe le social en général. C'est le social et puis remonter les tissus économiques de la province. Ça aussi, c'est très vital. Le souffle, c'est la vie. Donc, vous pensez ramener la vie dans un lieu où le social est déséquilibré? Bien évidemment, les souffles, les nouveaux souffles. J'étais vraiment situé à ce niveau, les nouveaux souffles. Je m'appelle aussi David Di Kwango pour le fait que je vais vous expliquer tantôt sur les combats que j'ai eu à subir. Le nouveau souffle, c'est ce que nous pensons vraiment pour la nouvelle classe politique de notre province. Vous voyez que ce n'était pas évident et facile de voir les jeunes briguer ce genre de fonctions que nous assumons aujourd'hui. C'est une grande responsabilité. C'est ça aussi le nouveau souffle par excellence. Ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir. À nous voir aussi monter là, il y a de l'espoir que nous pouvons percer. Parce que les jeunes ont une énergie. Une énergie qui doit s'éclater avec le temps. Et je demanderais que toute la population soit derrière nous, de nous accompagner comme ils le font. D'ailleurs, vous allez voir mes récentes descentes dans mon fief électoral où j'étais un mois passé, comme je suis parti remercier d'abord l'électorat, ceux qui m'ont fait confiance. Après, je venais de repartir pour une situation de l'insécurité que nous allons peut-être aborder ici avec vous. Très bien. Je pense que vous nous dévancez, vous dévancez d'ailleurs l'esprit de cette émission. Les téléspectateurs comprennent avec nous ce parcours fulgurant et avec des idées très claires, comme d'ailleurs vient de le souligner Dorcas Kalengai, avec une envie ardente de rencontrer rapidement les besoins de la population de Boukangalonzo, précisément dans le Kwango. Alors, parlons de Boukangalonzo. Là, j'aimerais que l'on monte un peu d'un cran. Honorable Yannick, quelle explication donnez-vous à la population par rapport à ce qui s'est passé à Boukangalonzo? Aujourd'hui, vous le savez, le Kwango est considéré un peu comme la cuisine de la capitale parce que les denrées alimentaires proviennent en grande quantité de cette partie du pays. Comment on explique ce qui se passe autour du parc agro-industriel de Boukangalonzo, vous qui êtes de là? À l'heure d'aujourd'hui, si nous pouvons parler de l'état des lieux ou bien de la situation de Boukangalonzo. Boukangalonzo qui a disposé plus de 80 000 de terres arables agricoles à la nation pour ces gigants projets de parc agro-industriel de Boukangalonzo à l'époque. Boukangalonzo est très déçu aujourd'hui. Comme vous le savez, ces dossiers aboosté à des poursuites judiciaires, des dossiers au niveau de la justice. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas eu vraiment grand-chose par rapport à ce que la population attendait de ces grands projets. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir et de vivre une autre situation par rapport à l'insécurité. Comme vous le savez, en 2022, il y a eu une situation qui s'est dirigée au niveau du plateau. Vous êtes en train de nous dévancer. C'est vraiment donc carrément nous allons on va parler de tous ces sujets. Nous avons tous on est d'abord sur Boukangalonzo, c'est un sujet très important. Oui. Déjà même, ce mot, je vais dire, ce problème a été repris lors de la dernière séance budgétaire au sein de l'Assemblée nationale. Vous savez comprendre l'importance de ces sujets. On va rester d'abord sur Boukangalonzo. On aimerait avec vous, parce que vous êtes élu précisément de ce coin de la République. Qu'est-ce qui se passe? Comment on explique que ces travaux n'ont pas abouti et que, vous l'avez reconnu, la population de Boukangalonzo n'a pas été servie par rapport, bien sûr, à ses attentes? Oui, c'est ce que je disais tantôt. C'était une mauvaise conception, selon moi. Ce que j'ai pu constater, c'était de l'amateurisme sur la réalisation de ce projet. En fait, il y a eu de l'argent qui sont sortis pour ces grands projets, pour la nation. Et au niveau de faisabilité, il y a eu des failles. En fait,
c'est dans la conception que tout devrait être décelé, mais hélas, nous avons constaté cette imprudence, cette négligence que Boukangalonzo n'a pas pu donner de ce qu'on attendait. Mais selon vous, je ne vous coupe pas, selon vous, quelles sont les causes justement de cet échec? Parce qu'on pense que Boukangalonzo est quand même un échec et ça a quand même baissé le social des habitants du Kwango. Alors, que pensez-vous de ça? C'est un échec, oui, mais pourquoi? Oui, je dis d'abord au niveau de la conception, où il y a eu, que je peux tirer une cause. Au fait, quand les gens sont venus, nous avons vu des Sud-Africains. Des Sud-Africains qui arrivent, que nous n'avons jamais vus auparavant, qui arrivent directement avec les engins. Directement, ils commencent à travailler. Et dès là, il n'y a pas eu une main-d'œuvre locale pour une expertise je peux dire, des bases qui pouvaient aussi donner un sens à ces projets. Donc, nous avons vu ce qu'on appelle du greffage. Ça, la plupart des projets qui s'exécutent dans ce sens échouent parce qu'on ne sait pas bien s'intégrer pour donner ce qu'on attend vraiment. Donc, la population s'est sentie vraiment en dehors de ce projet. Vous savez, un projet de grande envergure qui doit aussi sauver la nation et la contrée, et à la fin, on s'attend que tous les travailleurs qui étaient là, c'était des expatriés. La main-d'œuvre locale, même des tractoristes, c'était des Sud-Africains, des petits intervenants de tous travaux, étaient des gens qui venaient de Kinshasa. Et donc, ça, c'était déjà un problème. Vous pensez que parce que l'on n'a pas utilisé dans ce projet une main-d'œuvre locale, c'était là déjà le début de l'échec? Le début de l'échec. Et de là aussi, je peux dire, cette population qui a offert des portions de terre considérables au parc devrait maintenant survivre de ces parcs. Et là, il y avait une interruption de la part de la population dans le cadre de la production. Donc, on perdait plutôt de session en session, saison en saison plutôt, de culture pour avoir donné tout. Parce que dans la conception de ces villageois-là qui donnaient des terres au parc, ils attendaient qu'ils devraient devenir d'abord le premier bénéficiaire de ces parcs. Donc, travailler, les premiers travailleurs. Voilà, travailler et puis que le produit qui sortirait de ces parcs soit d'abord consommé au niveau local. Et ça, ce n'était pas ça ce que nous avons vu. Et en attendant que les gens partaient attendre pour qu'on les recrute, ils n'étaient pas recrutés. Aussi longtemps qu'ils avaient déjà abandonné leur travail de routine. Ils ont perdu des saisons de culture. Et ça a créé ce qu'on appelle aujourd'hui, on est en train de vivre de la famine aujourd'hui. Et ça a causé vraiment du mal à cette population où on ne sait pas aujourd'hui qu'est-ce que le gouvernement propose pour pallier à cette situation. Vous êtes vraiment en tout cas un élu de ce coin. Que reste-t-il de ces projets sur terrain? Est-ce que de ces restes, le gouvernement pourrait bien en tout cas s'y investir pour relancer? Et si ça serait bien le cas, outre la main-d'œuvre, quelle serait en tout cas la meilleure stratégie pour réussir le coup cette fois-ci? Moi, je pense qu'il n'y a pas encore de l'échec total dans le cadre où, quand vous partez aujourd'hui sur le site du parc agro-industriel, vous allez voir qu'il y a des entrepôts qui sont encore là. Il y a bien sûr qu'il y a eu de pertes de beaucoup d'engins, des histoires qui ont été vraiment affectées pour les travaux du parc, qui ont été soit détournés ou utilisés à autre fin, mais au moins il y a des moyens qu'on peut faire au niveau du gouvernement. C'est ce que nous faisons d'ailleurs. Nous étions avec le ministre de l'Agriculture qui a donné des tracteurs à la province pour voir comment ils peuvent utiliser ces tracteurs. Nous avons dit non. Et ça nécessite une réévaluation
de cette situation pour voir si on peut chercher d'autres partenaires qui pourront peut-être prendre le relève pour remonter la pente du parc agroindustriel. Mais on nous parlait aussi des créations de 3 entreprises dans le cadre de ce projet du parc qui devraient être créées par le gouvernement pour résorber ces vides, en fait, de bien recadrer les choses. Mais là, nous sommes en train d'attendre, nous sommes derrière ces dossiers et rapidement, je pense qu'on peut chercher un autre partenaire pour continuer ce travail. Très bien. Je pense qu'on va prendre une dernière ligne droite par rapport à cette question autour du parc agro-industriel de Boukangalonzo. Vous êtes député national. Votre collègue Augustin Matata Ponyo, à l'époque Premier ministre, qui pilotait ce projet. D'ailleurs, quand vous avez parlé des procès qui ont découlé de ce projet, c'était par rapport à lui. Il dit que c'est un projet, c'est un complot politique. Est-ce que vous le rencontrez sur ces propos, vous qui êtes originaire de ce coin du pays? Je pense que ces dossiers publics doivent avoir lié. Vous parlez du procès. Du procès. Et je vous rappelle, d'ailleurs, c'est pas à moi de vous le rappeler, vous savez que vous êtes avocat, et parlant de ce genre de sujet, vous avez plus d'éléments que nous. Bien sûr, parce que là où je vous informe d'ailleurs que je me suis constitué partie civile à ce procès. Okay. Moi, avec ma communauté. Nous avons... Partie civile contre... Donc, dans ce dossier de Matata Ponyo. Contre qui? Contre la personne de Matata Ponyo. Les accusés sont là. Les accusés qui sont responsables de répondre de leurs actes. Ils sont là. Nous, la communauté, nous sommes victimes aujourd'hui de ces projets et nous demandons réparation. Nous nous sommes constitués en partie civile. Ça, je vous informe déjà. On va voir ce que ça va donner, mais n'oubliez pas que Matata Ponyo va comparaître en tant qu'ancien Premier ministre. Quelle est cette juridiction? Vous comprenez le terme qui peut avoir qualité pour juger un ancien Premier ministre si la Cour constitutionnelle, elle, s'est déclarée incompétente, merci Ebenezer, pour juger un ancien Premier ministre. Vers qui vous allez vous réfugier, vous qui voulez vous ériger en partie civile? Le droit est appelé à évoluer. C'est pour cela que vous verrez qu'aujourd'hui, il s'organise aussi des états généraux de la justice. Vous aimez bien nous dévancer, j'ai je pense que la matière est abondante aujourd'hui et nous allons y revenir. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'initiatives déjà qui sont mises en exergue. Aujourd'hui, le chef de l'État en a parlé, ce n'est pas aussi un sacré de polichinelle. Il a parlé de la révision constitutionnelle. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Au fait, la matière doit s'éclater au grand jour. Que nous pouvons dire à ce stade que c'est inadmissible qu'une personne qui a fait des forfaits soit dans une difficulté de trouver son juge naturel. En fait, c'est une grande difficulté pour la nation. Et comme le droit est appelé à évoluer, eh bien, nous aurons le temps de comprendre les choses avec l'avenir. Très bien. Je pense que vous allez revenir sur cet exemple lorsqu'on parlera, bien sûr, de ces états généraux. On parlera aussi de ce projet de révision de la Constitution. Je l'ai annoncé au début de l'émission. Ouvrons notre chapitre, un chapitre très épineux par rapport à ce phénomène Mobondo. Je ne vais pas ici dire que j'en suis peut-être victime, mais j'ai pu palper du doigt ce phénomène ou ce conflit entre les Téké et les Yaka, où les Yaka se réclament être propriétaires de ces terres et que les Téké devraient rentrer chez eux au Gabon et au Cameroun. On ne va pas rentrer dans tous ces détails-là, mais à vous qui êtes élu du Kouango, on pense que vous avez suffisamment d'éléments pour éclairer la lanterne. C'est quoi le vrai problème avec les Mobondo dans cette partie du pays? Merci pour cette situation des Mobondo. Moi, je pense qu'il manque un cadre. Qu'il manque un cadre pour parler de ce dossier. Ça c'est vrai. Pourquoi? Parce que ces genres de conflits ne sont pas uniques ou isolés en République démocratique du Congo. On vous parlera de la partie est de notre pays qui est confrontée à des genres d'exactions, des milices, des conflits intercommunautaires. Et aujourd'hui, la situation n'est pas bien appréhendée. Il n'y a pas un cadre pour parler de ces dossiers.
plusieurs fois le président de la République lui-même a reçu des délégations des Mobondo, des Teke, etc. Vraiment, nous, aujourd'hui, nous sommes parlementaires, nous sommes en train de proposer au gouvernement qu'on trouve ces cadres-là. Pour qu'on en parle et qu'on en finisse une fois pour toutes. La situation, comme vous l'avez entendu, est venue des Kwamouth dans la province de Maïndombe. C'est là où vivaient ces gens, entre guillemets, appelés aujourd'hui Mobondo, qui sont par excellence des fermiers, des cultivateurs, qui ont eu des terres, qui ont cultivé des années et des années. Ils étaient bien implantés là-bas. Qu'on appelle aujourd'hui, ce sont des gens des Suds. Ils sont montés dans le mont, vers le Kwamouth là. Ils se sont installés. Vers le plateau. Voilà, c'est comme ça qu'ils appellent. Voilà, ce qu'on a dit, le plateau. Et à un certain moment, il se fait que, par des raisons que nous ignorons, il y a eu le flamme qui s'est créé pour chercher à confronter ces deux peuples, les Teke et les Yaka. Ça a dégénéré. Et les Yaka, qui étaient partis, se sont sentis en insécurité. Ils se sont organisés à un groupe d'autodéfense. Et c'est de là tout est parti. Et ils commençaient à rentrer pour chasser, à rentrer vers le sud pour regagner leur province. Aujourd'hui où nous parlons, ils sont dans les Kwango, un peu dans les Kwilu. Ce qui veut dire... Ils sont un peu dans les trois parties de l'ancien Grand Bandundu. Oui, si nous disons aujourd'hui, Kwamouth, c'est dans le Maïndombe, Bakata par exemple, c'est dans les Kwilu, et puis Bukangalonzo, où je dis là chez moi, c'est dans les Kwango, Popo Kabaka qui aussi atteint là-bas, acheté par ces gens. En fait, c'est ça la petite histoire. Nous avons retracé cela pour montrer que là où ils sont aujourd'hui, ils sont chez eux. On les appelle les Yaka, par excellence. Parce que là, au fond, il y a plusieurs langues, il y a plusieurs tribus. Il n'y a pas que seulement les Yaka. Il y a les Mbala, il y a à deux fois de Yansi, il y a beaucoup ce qu'on appelle les Bahungani. Les Bahungani, ainsi de suite. Vous voyez, ils sont confiés de l'autre côté comme les gens du Sud. Et en la grande majorité, on voit ces peuples Yaka, ces peuples guerriers. Au fait, là où ils sont aujourd'hui, ils peuvent être vraiment gérés. Je dis bien, ils peuvent être gérés. Très bien gérés par qui? Par le peuple, par la nation, par le gouvernement. Par l'autorité de l'État. Voilà, par l'autorité de l'État. Il faut qu'on trouve un cadre pour parler. J'en profite justement pour poser une question. C'est parmi les problèmes justement de cette province. Vous y êtes élu. Quelles solutions vous avez et que vous pensez apporter? Parce que trouver un cadre, ça en est une chose, mais chercher déjà à avoir des solutions à présenter lors de ces discussions. Vous les avez déjà, vous y pensez? Est-ce que c'était dans votre programme? Madame, le cadre que j'ai dit là, c'est fait déjà partie d'une solution. Parce que je voudrais dire là, par les cadres, moi je suis d'ailleurs porteur d'un projet que je vais initier d'ici là pour trouver les répondants, c'est le gouvernement, chercher des bailleurs de fonds pour activer ces projets de réinsertion, de démobilisation et de réorientation. Ces projets visent à résorber ces conflits. C'est ça, au fait, les solutions que nous pouvons apporter. C'est ce que je disais que les quatre doivent être formalisés. Et là, je mets d'abord en exergue, c'est le gouvernement qui doit s'approprier de cette situation. C'est la sécurité, madame. Nous parlons de la sécurité des Congolais. Quand il y a deux enfants qui se battent dans une maison, le père est informé, doit prendre des dispositions pour d'abord écouter les enfants. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà ce que je dis. De par vous dire, est-ce que ce phénomène Mobondo est une preuve de la faiblesse de l'État, puisque vous le dites?
C'est comme si à un certain moment, je peux dire, à un certain moment, je suis député, je suis élu du peuple, je peux dire, je n'appartiens pas au gouvernement, mais je suis censé accompagner les actions du gouvernement, ce qui veut dire que nous allons apporter notre contribution pour que le gouvernement prenne en charge. Nous contribuons, nous suggérons, nous faisons des recommandations au gouvernement. Et voilà ce que vous pouvez faire par rapport à cette situation. C'est ça aussi notre rôle. Et je me mets dans la peau aujourd'hui du peuple, parce que je représente ce peuple. Vous nous avez en tout cas présenté une situation géographique des Mobondo. Je me dis, ils y ont été depuis longtemps, en tout cas. Comment expliquer se lever d'un bon matin du juin 2022 et puis créer en tout cas cette guerre qui aujourd'hui, malheureusement, ne cesse de faire couler sang de l'autre côté, sous l'œil de chefs coutumiers, mais bizarrement aussi sous l'œil de certaines têtes du coin qui sont, est-ce que c'est le gouvernement d'intervenir ou bien nous pouvons bien comprendre qu'aujourd'hui Mobondo devient un problème ou bien un terrain pour certains politiques de s'en tirer profit. Bon, ils ont peut-être leur propre raison quant à ce. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on va toujours victimiser un camp de gens, une classe, par exemple, le politique seulement, pour honorer les autres, pour dire qu'ils sont des saints et c'est faux et tout. Moi, je pense que la situation à ce niveau, d'ailleurs, ça a connu une évolution. Ça a connu une évolution. Les motivations de départ ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Ces Mobondo-là, aujourd'hui, se retrouver déjà chez eux. Ils sont chez eux. Je sais où je dis, par exemple, chez moi, dans le territoire de Kenge, dans le territoire de Popokabaka, d'où est venu ces sentiments de s'élever dans la province du Kwango. Nous parlons d'un sentiment qui aujourd'hui crée le désordre dans ce coin. Bon, c'est là où je dis, il y a encore beaucoup de choses. Parce que je ne suis pas acteur de ces mouvements. Il y a des acteurs, il y a des gens qui ont été vraiment au four et au moulin, je pense, en avant-plan pour cette histoire. On va les approcher pour qu'ils nous disent, au fait, les vraies motivations de cette évolution dans les temps. Parce que nous pensons que, à ce que nous avons comme information, ce que je disais au départ, c'était un groupe d'autodéfense contre les Téké, qui estimait que le FARDC était venu s'immiscer dans les dossiers du côté des Téké. À un moment d'ailleurs, il parlait des FARC Téké. Voilà, des FARC Téké, des gens de choses comme ça. Donc il voyait que les militaires qui sont censés défendre tout le monde a pris position un côté, en faveur des Téké. La position du côté des Téké. Et ça, c'était pour eux aussi un motif de soulèvement pour dire non, comment vous vous occupez seulement d'eux, parce que nous sommes tous le peuple et nous avons eu des accrochages, il faut nous faire asseoir, il faut nous écouter, il faut. Vous voyez? Donc c'est là où je dis que nous ne pouvons pas chercher maintenant à victimiser un camp ou à chérir l'autre. Non. Nous faisons ce que nous pouvons, nous suggérons aussi au gouvernement, nous portons nos contributions par rapport à cela pour trouver un cadre, une fois pour toutes, pour résorber cette situation. Vous parlez d'un cadre de concertation pour des discussions. Un dialogue, mais par exemple. Je me rappelle, à l'époque, alors qu'il était encore ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Peter Kazadi a refusé l'option des négociations. Pour lui, il était en tout cas, le temps était révolu sur la question. Bon, aujourd'hui, il est vrai qu'il n'est plus, mais vous revenez encore sur la question de négociation. Est-ce que nous ne pouvons pas aujourd'hui rejoindre ces paroles, puisque les dégâts et tout ce qui va avec sont énormes sur terrain? Mais oui, parce que le ministère de l'Intérieur et Sécurité a une grande responsabilité dans cette affaire, que nous pensons au juste. Nous disons, il y a des initiatives que nous écoutons, qui sont prises au niveau de la présidence, par exemple, et qui le ministère de l'Intérieur doit normalement en suivre l'évolution sur le terrain. Mais ça ne donne pas grand-chose, madame. C'est ce que nous disons que nous, à notre niveau, comme députés parlementaires, nous suggérons, nous donnons des recommandations dans ce sens-là, de voir
faire résorber, prendre des solutions idoines pour finir avec ces dossiers. Mais au moins, de l'autre côté, nous voyons ça, on attend. Donc ça tarde, mais on attend. Très bien, il y avait encore une préoccupation. On va avancer. Parlant de ce gouvernement, vous venez d'ailleurs de mentionner la vice-primature et le ministère de l'Intérieur et Sécurité. Vous avez adressé une demande écrite avec débat adressée justement au ministre de l'Intérieur, vice-ministre de l'Intérieur. Quelles sont vos attentes par rapport à cette démarche? Est-ce que vous pensez que ça peut finalement aboutir à une solution, une lueur d'espoir pour neutraliser finalement ce milice Mobondo? Oui, nous avons approché le ministère pour en savoir un peu plus. C'était au fait ce que nous avons pu remarquer lors de nos vacances parlementaires. Nous avons compris qu'il y avait une petite négligence de la part du gouvernement sur le déplacement interne de la population. Nous sommes vus en face des gens qui quittaient le village sans aide ni appui, va abandonner leur triste sort. Et cela nous a vraiment préoccupés au plus grand point. Ce que nous avons fait, c'est d'approcher d'abord le ministre de la Sécurité pour en savoir sur la gestion de cette situation. Et là, nous avons eu des réponses de sa part pour dire qu'il est en train de prendre des mesures pour résorber cette situation, travailler avec la province pour voir comment, avec les organismes internationaux qui sont venus d'ailleurs en rescousse. Il y a ONIFIN qui était au chevet de ces déplacés. Et vous voyez des genres d'initiatives que nous avons voulu aussi savoir rapidement de cette situation. Donc c'était ça notre motif d'écrire au ministre et de lui adresser cette question écrite. Voilà. Avec débat. Voilà. Très bien. Vous avez remarqué avec nous, chers téléspectateurs, ce grand homme sorti des tréfonds d'ailleurs de ce contrée Bukangalonzo. Il a été d'ailleurs élu pour le compte du territoire de Kenge, arrivé sur Kinshasa, siégeant à l'hémicycle, il a voulu rencontrer directement les vrais besoins de la population qu'il appelle sa communauté. Déjà avocat de carrière et de profession, on pense qu'il a suffisamment d'éléments pour défendre la contrée de Bukangalonzo. Il a d'ailleurs dans sa démarche rencontré aussi la problématique liée au phénomène Mobondo. Parlons actualité avec lui. Cette actualité que nous allons parler en 10 minutes seulement, ça sera déjà la fin de ce grand plateau. On va ouvrir deux brèches essentiellement sur la justice. D'abord avec les états généraux de la justice. Vous êtes avocat, honorable Yannick. Quelles sont vos attentes personnel, individuel? Je sais que vous n'avez pas été panéliste lors de ces états généraux, mais est-ce que vous avez vous-même une petite réforme au coin de votre tête? On sait évidemment que vous avez voulu parler de cette question de la révision constitutionnelle qui a des dispositions telles que l'ancien Premier ministre ne peut pas être jugé, il n'y a pas une juridiction compétente pour cela. Est-ce que vous avez vous-même une volonté par rapport à ces états généraux que vous aimeriez voir réaliser? Oui, bien sûr. Je dis par rapport à cette situation des états généraux de la justice, le confrère qui est là, Excellence Mineta, Constant Moutamba, vraiment, je le félicite, je le jette le flair. C'est quelqu'un à qui j'ai de relations amicales. Vraiment, on discute avec lui à bâton rompu, de tout sauf rien, sur ces initiative qu'il avait vraiment fait. Nous avons vu comment il était au four et au moulin pour que ces états généraux aient lieu. Et là, c'est aussi le nouveau souffle que nous prenons nous aussi de l'autre côté en politique. C'est que nous avons vu des choses horribles dans cet appareil judiciaire en République démocratique du Congo. Il faut réformer en fait. Ce secteur est miné de beaucoup d'antivaleurs. Beaucoup de choses ne sont pas bien faites. Il faut qu'on change. Il faut qu'on améliore. Ces états généraux vont permettre à ce que tous les participants de l'appareil judiciaire comprennent leur rôle et de s'auto-évaluer, de voir ce qu'ils donnent comme prestation et ce que ça donne comme finalité sur
la justice dans son ensemble. Nous voulons un état de droit. C'est ça, au fait, même la vision du chef de l'État, le vouloir du chef de l'État. Un état de droit, construire un état de droit en République démocratique du Congo. Avec tout ça, la manière dont la justice est administrée dans notre pays, c'est vrai qu'il y a une thérapie de choc, comme le veut le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Est-ce qu'il y a lieu aujourd'hui de dire qu'il y a quand même une lueur d'espoir et que nous sommes sur la bonne voie, parlant de l'état de droit? Bien sûr, la bonne voie, c'est ce que nous voulons. Et c'est ce que veut imprimer aussi, monsieur le ministre. Vous allez voir que cette affaire n'est pas une affaire d'une personne. Il y a aussi cette connotation qui est aujourd'hui comprise dans l'opinion que le ministre de la Justice est en train de donner un peu de coup de pouce à la magistrature. La magistrature qui est censée aussi collaborer avec le ministère de la Justice en termes de l'action publique qu'ils mettent en mouvement. Cette impulsion, cette collaboration d'impulsion qu'a le ministre de la Justice, c'est une chose qui doit permettre que l'appareil judiciaire, les magistrats debout, soient à l'auteur aussi de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et aujourd'hui, nous avons compris que si on parle sincère, le magistrat, tant debout qu'assis, le juge, parle sur leur situation qui ronge leur secteur, à cœur ouvert, nous aurons des résultats. Parce que c'est une affaire qui concerne tout le monde. Alors, vous parlez de la magistrature. L'un des débats lors de ces assises était l'élargissement du Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que vous partagez l'avis? Il est vrai qu'il y a eu de chefs coutumiers, plusieurs participants aux assises voulaient bien qu'on élargisse, en tout cas cette institution judiciaire, mais avec plusieurs contraintes ou soit opposition de certains, dont le procureur général près la Cour constitutionnelle qui s'y est opposé. Et vous, en tant qu'avocat, vous partagez l'avis afin que l'on élargisse les conseils supérieurs de la magistrature en RDC? Les intentions, les propositions peuvent être, mais cette matière reste encore technique. Mais moi, je pense que l'arrivée du président de la République du Conseil supérieur de la magistrature ne feindrait en rien, en fait, cet appareil de fonctionner. Ce qui poserait un petit souci, c'est le ministère de la Justice. Je peux dire appartenance des deux institutions ou des deux pouvoirs. Il est à la fois membre du gouvernement, appartenant à l'exécutif, et membre du Conseil supérieur de la magistrature, organe appartenant au pouvoir judiciaire. Et lui seul partage ses pouvoirs. C'est de trop. Le ministre a même dit que ça pouvait aussi être son rôle à lui en tant que ministre d'État, ministre de la Justice. Bien sûr, ça, ce sont ses allégations par rapport à cette école qui pense qu'il peut partager. Donc, vous là, savez, nous parlons d'école. Oui, c'est un problème d'école. C'est ce que je dis, que la matière reste encore technique pour voir comment. Nous disons, nous sommes dans un État démocratique qui voulons maintenant que nous puissions avoir un État de droit. Et cette culture, je pense qu'à ce moment, n'est pas encore la bienvenue. C'est par rapport à la compréhension ou à l'applicabilité sur le terrain de ces mesures. Donc, je pense que ça appartient encore aux techniciens de mûrir cette question pour parler. Et là, les panélistes vont bien débattre dans les coulisses. Eh bien, nous avons parlé des États généraux, Jade et Ben, cher honorable. Est-ce que nous pouvons maintenant parler du changement de la Constitution? Vous pensez que c'est nécessaire de changer la Constitution? Mais la Constitution étant d'abord une œuvre humaine qui reste perfectible, cela n'est pas un péché de changer des dispositions constitutionnelles qui, par l'évolution du temps, s'avèrent obsolètes. La Constitution a été faite
par les hommes pour des situations qu'à ce temps, nous voyons comment le pays était. Et il y a des dispositions qui étaient des dispositions qui prenaient la situation comme telle dans ce temps. Or, il y a des choses, là, c'est le fondement. La Constitution, normalement, devait s'appesantir sur le principe. Les principes de bon vouloir vivre ensemble d'une nation. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle cette loi une loi fondamentale. La nôtre en manque? Il y a plusieurs aspects, madame. Il y a plusieurs aspects dans ces documents. Vous allez dire, vous vous accrochez à tel aspect, et tel autre aspect trahit les réalités actuelles. Il y a des dispositions qui se sont s'avérées un peu obsolètes et limitées dans le temps, avec l'évolution. Vous êtes à l'Union Sacrée. Vous êtes à l'Union Sacrée. Oui. Hier, lorsque Joseph Kabila soulevait, les camps Kabila a soulevé cette question lors du régime du kabiliste, il y avait vraiment encré salive quant à ce sujet. Mais pourquoi aujourd'hui, vous qui autrefois s'opposez à ce que M. Kabila puisse toucher la Constitution, vous voulez vous ramener la question sur la table, et bien vous voulez bien pour vous que nous prêtons attention. Et pourquoi après autant de temps? Moi, je pense qu'on ne compare pas l'incomparable. Autant de Kabila, ils ont touché la Constitution. En 2011, la Constitution a été touchée. Ben oui. Ben oui, c'est ce qui vous manque peut-être. Apparemment, vous prenez beaucoup le camp Kabila et le régime Kabila comme modèle, jusqu'au point où on a l'impression que vous marchez sur les traces de ce qu'on appelait la Kabylie. Non, je ne pense pas. Le temps Kabila fait partie de l'histoire de ces pays. On ne peut pas s'en dépasser. Et donc, comme ils ont touché la Constitution, vous aussi, du temps de Tshisekedi, vous voulez faire pareil? Non, même pas. Nous, je pense que le président de la République, en émettant cet avis de la révision constitutionnelle, il était aussi arrivé à un certain moment de comprendre que la situation que le pays traverse par rapport à certaines difficultés qu'il a eu à traverser, on dit celui qui connaît les choses en profondeur, c'est celui qui vit avec ces choses. Le président de la République aujourd'hui a une expérience de plus de 6 ans de la gestion de la chose publique. Il a vu comment les pays, depuis qu'il a eu ces pays, 5 ans passés, il a compris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous disons, parler de cette initiative n'est pas un tabou. Et vous allez remarquer que même dans beaucoup de réformes qui sont proposées par-ci par-là, nécessitent, se greffent à la nécessité de la révision constitutionnelle. Le ministre d'État, lors de ces États généraux, en a parlé. C'était vraiment clair. Il a dit que les réformes que nous menons aujourd'hui nous amènent jusqu'à comprendre que la nécessité de la révision constitutionnelle est évidente. Vous voyez, donc ça, ce n'est pas seulement dans le chef du président de la République. Ça se constate dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Est-ce que vous êtes en train de dire que c'est la Constitution qui bloque au régime Tshisekedi de rencontrer le besoin réel de la population? Loin de là. Alors pourquoi la modifier ou la changer si elle n'est pas un problème? Nous voulons faire les choses pour l'avenir, pas seulement pour aujourd'hui. Si nous voyons... Et pourtant, ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes au pouvoir, ça fait plus de 5 ans déjà. Bien sûr. Lors du premier mandat, on n'a pas entendu ce discours. Bien sûr, parce que vivre, c'est prévoir, diriger aussi, c'est prévoir. Quand nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes au pouvoir, nous avons une parcelle des pouvoirs qui nous sont reconnus, qu'est-ce que nous allons faire? C'est d'user de ces pouvoirs. C'est ça aussi, en fait, la culture élitiste que nous voulons imprimer ou faire comprendre aux Congolais que à chaque moment, nous pouvons voir les choses autrement. Ce n'est pas seulement chercher les diables dans tout ce qu'on fait.
Parfait. Mais je pense quand même que tu vois, cette question on a quand même cherché le diable justement en condamnant. Cette question a vraiment pris beaucoup plus de temps que toutes les autres. Moi, je dis que si on parle de la révision constitutionnelle, les gens pensent toujours à des choses. Non, mais pour avoir la raison de changer la Constitution, justement, on a cherché le diable là-dedans en donnant des raisons, par exemple, qui ne tiennent peut-être pas, juste pour changer la Constitution. Madame, est-ce que vous savez que nous pensons, ce que nous faisons, nous le pensons aussi. Pourquoi? Parce que celui qui va son pays aller droit dans le mur et qu'il a le pouvoir de faire quelque chose, vous ne pouvez pas enfreindre ces moyens d'initiative à tout Congolais, à tout moment. Aujourd'hui, nous parlons, c'est le président de la République qui a parlé. Et hier, il y a des opposants qui sont aujourd'hui opposants radicaux à cette révision constitutionnelle. Il n'y a pas loin qu'hier ici, ils étaient aussi porteurs d'une loi portant révision de la Constitution. Ils ont laissé ça dans le placard. Quand même tous les opposants là. C'est une catégorie, il ne faut pas parler de... J'ai vu des opposants qui se sont regroupés, par exemple, à Fatima la fois passée. Mais vous parlez de la... C'est là qui voulait, hier ici, modifier la Constitution avec plus de 13 ou 4 réformes. Et donc vous les condamnez d'avoir changé de position? Non, à leur moment, quand ils voyaient que les choses partaient mal, c'était bien. De modifier la Constitution. Et vous aussi, aujourd'hui, vous voyez que les choses partent mal. Et si c'est le cas pour le régime actuel, j'aimerais dire que l'initiative peut venir. Vous avez un véhicule, cher honorable. Vous conduisez. Oui, dès les premières minutes, vous pouvez constater qu'il y a des moi, problèmes. Vous n'allez pas attendre d'arriver à votre destination ou à la fin pour essayer de chercher le problème que vous entendez depuis le début, que vous sentez depuis le début. Donc je pense que s'il fallait modifier et changer la Constitution, il fallait remarquer justement le problème dès le début, s'il y avait vraiment des problèmes. Nous sommes aussi au début du premier mandat et du deuxième mandat. C'est comme si cette constitution handicape l'avenir de l'RDC. Oui, ça c'est handicap même le développement. Il y a même un de vos partenaires politiques qui parle de malédiction du pays, cette constitution. Cette constitution, aujourd'hui, je ne pense pas que ça handicape totalement l'avancement. Mais la malédiction dont Jade parle... Mais au moins, cette constitution peut être aussi perfectionnée pour que ça donne le meilleur d'elle-même demain. Elle n'est pas vue dans ce sens-là. De sa rédaction à ce jour, on peut dire que nous en sommes quand même fiers. Mais bien sûr, c'est une très bonne monture, mais qui n'est pas obligée de rester statique. Très bien. On avait promis de revenir sur un sujet autour du parc agro-industriel de Boukangalonzo. On y revient dans quelques instants, mais une dernière question franche. La population, celle qui nous suit en ce moment, sait lire. Et d'ailleurs, plus d'un pense que c'est pour s'éterniser au pouvoir que le régime Tshisekedi veut revoir ou réviser ou carrément changer la Constitution. Bon, j'aimerais avoir votre réaction en 1 minute. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il faut, pour rester au pouvoir, il faut changer la Constitution. Il faut s'accrocher à quelque chose qui n'existe pas, je ne pense pas. Mais je pense que la continuité de l'État dans une famille politique peut s'organiser d'une ou d'une autre manière. Voilà, en fait. Parfait. J'aimerais tester votre niveau de lingala. J'aimerais cette fois-ci rentrer, comme on a commencé l'émission au début, rentrer à Boukangalonzo. On va voir votre descente. Honorable Kitina Terrain, Kutani Naba Papa Mama Bandeko, il y a Boukangalonzo na Kenge. On va voir ce qu'a été cette descente rapidement, le temps de revenir et on en parlera dans quelques instants. Regardez. Le troisième parent honorable. Boukala Binimba. La téléphone Bokala Mouchan.
Ona nini bozo banga. Voilà, vous avez remarqué, personnellement avec beaucoup d'émotion, parce que je pense avoir entendu un peu de Kikongo, avoir compris un peu de Kikongo, c'est bon. Non, il y a beaucoup de similitudes, mais c'est quand même très différent. Honorable, cette fois-ci, on va s'adresser à cette population en Kikongo, en Lingala, c'est comme vous voulez. Est-ce que Lelo, Banaya, Bukangalonzo, Obazotala, déjà engagement politique, est-ce que Baza fier, Baza fier, Yakozalana élu, Yannick? Vraiment, Baza fier parce que fierté, wana ezoouta d'abord na obango balingaki ezala, ezali pe bon ekomi. Donc, baza na fierté moko sakanate. On est na Bukangalonzo na période de campagne électorale. Oui, faut est-ce que zongeli bango lisusu? Nazana. Ça commence à venir. Bah image ya tokozonga awa lisusu mission spéciale ekozalaka ka vacances parlementaires pour comprendre ndenge na kitaki ndenge na remercier ki population na ngai. Donc ezala na noté. Donc on a salaki ezala na noté. Mutabimi pour banda 2006 ngana zaki déjà na terrain to banda ko kende ko sale là ba vie na biso ba vie masala loko honorable à l'époque 2006 Mutabima qui a zaki vice président Ecofin à l'époque 2006 Vital Kamera zaki président donc Yazaki premier vice il y a Ecofin président donc tout ça là ba vie wana ba campagne parce que biso doit ba leader ba jeune déjà banda kala et de là tout pesa qui vraiment esengo mingi na batu ya monitant biso moto koti na politique ba se retrouver mbala moko donc ezala qui a ko forcer kutute bon mona ba descente nanga banda 2022 2021 2022 2023 ça dit ba descente ezaki kapona ba élection te ya ko sakanate na kinda kuna na sala action sociale ya ebele ko pesa ba mai ba forage ba $35,000 beaucoup bo pesa forage boto école kenge so te bana na loenge eza blague te parce que oui que game ça ba mutation qui mamoshi je vais traduire il dit tu sais je vais te dire quelque chose ouais continue j'essaie de traduire bana kenge bo se pilangolo boketi kies kenge sont dans la joie voilà boketi kies ya komona mwana na bomoshi ils sont dans la joie de voir leur enfant amelongu kama kuma mtu nene il a étudié il est devenu un grand homme et je crois que je comprends Ake modèle ça mon jeunesse ouais, il est modèle pour sa jeunesse maître Yannick asa modèle to bandaki na ba mukeka ka autosoka peut-être na ki avocat et tozaki ba conseiller je dis qu'il veut Jango Imvunza zo pesa biso moi confiance to kitaki to pesa ki moi mai to pesa ki moi lokiliki ya ba lampadaire to pesa to tonga ba école kweya to kunta batu social wana tozala nango depuis tongo donc c'est ce qui a fait que tant que tout singa bon suffrage et les gars qui bien très bien baza très fier to comme déjà Nasuka je crois que mes consoeurs n'ont plus de cadeaux dans leur bagage pour vous vous allez dire naebikara que bana kenge bazozela bozali sami il y a un projet il y a honorable ouais voilà bazala calme 5 ans izawa liboso tozo kene malema ou est-ce qu'au kota la caméra vous allez vous adresser à cette population de Kenge qui vous a amené à l'hémicycle n'a besoin le baron à Congo comme ça je vais traduire pour mes consoeurs après l'émission merci bana ya Kenge territoire ya Mvimba mona pas na 5 secteurs. C'était la Bukangalonzo qui apporte d'entrée et de sortie à province ya Kwangu, territoire ya Kenge, secteur ya Dinga, secteur ya Musamba, secteur ya Pelende Nord Cheferi, secteur ya Kolokoso. Mume pesa beno matondo mingi, mwana na beno ina benikezola mingi, honorable maître Yannick Mambo Mbassa, mume luta wa bubusa musolu la tiba mpangi, na mambo mingi ina kiluta kuna na bwala, samu na ba situation na beto yi na beto ke mona ba mpashi samu na ba masa kudia na beto et puis situation ya ma vimpi yo na ba binga santé ti insécurité yo na beto me solo la tibo samu beto ke natan sangu ina bantu nyoso nti ya mvimba kuwa samu bokwisa na ku
sunga beto kimia kuvutuka na babwala na beto. Merci. Merci surtout à vous, honorable, d'avoir répondu à notre invitation. Eh bien, vous avez remarqué que nous en parlons, bien sûr, de son parcours politique qui a commencé depuis très très longtemps. Il a parlé d'ailleurs de 2006 et aujourd'hui, il bénéficie bien sûr de la confiance de la population de Bukangalonzo dans le Kwango, dans la partie centre de la République démocratique du Congo, dans l'ancienne grande province du Bandundu. C'est déjà la fin de cette émission qui a été ponctuée d'une petite touche de Kikongo. Je pense que ceux qui les comprennent ont été heureux d'entendre l'un de leurs s'adresser dans cette langue, l'une des plus parlées de la République. Merci Dorcas Kalingai de m'avoir accompagné. Merci Pangui d'avoir été avec nous. Très bien. Kim Pangui, je suis très content. C'est quoi que c'est la première fois qu'elle m'appelle Pangui. Merci à toi aussi, Ebenezer. Merci beaucoup, Jacques. Avec ce bonheur, on va se quitter. Merci. Maintenant,